Bonjour Camille. Bonjour Justine. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une troisième édition Oui, ensemble. On se quitte plus. non, Euh, donc dans les éditions et dans les interviews précédentes, on t'a écouté, on a parlé de la voix en tant qu'outil de connaissance de soi, d'expression euh, vers le monde. On a aussi parlé des cérémonies laïques et de l'importance des rituels et de la conscientisation du passage d'une étape vers une autre. Évidemment, je fais un gros résumé. ouais. Et aujourd'hui, on va parler Ayurveda, coaching, en fonction voilà, du temps que l'on a. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'Ayurveda? Oui, c'est un vaste sujet. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Euh, donc, c'est une médecine qui a au moins 4500 ans. En tout cas, les premiers écrits datent de cette période-là. Euh, voilà, qui a survécu à travers le temps, puis qui s'est enrichie en fait de toute l'expérience des personnes qui l'ont pratiquée. C'est une médecine qui est basée sur la philosophie hindouiste. Et j'ai envie de dire que c'est une médecine de la santé, dans le sens où on essaie d'agir avant qu'il y ait un problème, de traiter les déséquilibres avant qu'ils se manifestent en pathologie. Donc pour ça, on utilise plein de méthodes naturelles, enfin naturelles douces en fait, serait le mot. Donc on va agir sur la nutrition, on va utiliser la phytothérapie, donc le soin par les plantes. Tout ce qui est thérapie corporelle, incluant massage et autres soins corporels, aussi sur l'hygiène et les routines de vie, et sur comment on peut utiliser aussi le yoga, parce que le yoga finalement est un peu cousin de l'Ayurveda. L'un et l'autre sont vraiment très très... j'ai envie de dire, l'un utilise l'autre en fait. D'accord. Voilà, dans les deux sens. Et aussi tout ce qui est méditation, pratique comme ça. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu t'es formée? Oui, alors moi je me suis formée en France auprès d'un institut qui s'appelle Gaia Veda. Je suis pas allée en Inde. Je sais pas si c'était un choix de départ en fait de ne pas choisir d'aller expérimenter ça en Inde. Euh, mais c'est un choix enfin en tout cas que au quotidien j'estime assez pertinent parce que l'Ayurveda est quand même une manière de voir la santé très philosophique, très holistique, c'est-à-dire que vraiment rien n'est détaché, enfin, tout est lié, le corps, les émotions, le mental, la manière dont on se comporte, enfin, c'est vraiment lié à l'hindouisme, donc tout est en lien avec la santé. Et finalement, leur manière d'aborder l'Ayurveda en Inde, parce que par contre, j'ai eu l'occasion de me former à distance et de faire des perfectionnements avec des médecins indiens, euh, est quand même assez, j'ai envie de dire, parfois incompatibles avec nos modes de vie occidentaux. Donc, bien évidemment qu'on peut choisir de suivre les règles de l'Ayurveda de manière assez stricte, en fait. Mais c'est vrai que ça peut avoir tendance à, en tout cas dans ce que je vois au quotidien avec les personnes lambda, à être compliqué à gérer avec une vie sociale ou un travail tel qu'on a chez nous. Et ce que j'apprécie finalement avec le fait de s'être formé avec des Français qui s'étaient formés en Inde et qui du coup avaient commencé à adapter l'Ayurveda aux clients, aux patients qui rencontraient dans leur quotidien, c'est que on a plein de clés pratiques pour faire en sorte que ce soit adapté et donc utile à nos modes de vie. Voilà. D'accord. Ok. Donc, on a dit nutrition, phyto, soins corporels, le yoga, la méditation, les habitudes comportementales. Si on commence par la nutrition, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quelles sont les grandes règles qui peuvent être appliquées, même si j'imagine que ça dépend des tempéraments et des doshas qui sont déterminés. Et oui, du coup, je vais peut-être juste dire un mot sur les doshas. Donc, les doshas, on peut dire que c'est les trois grands principes
qui régissent tout ce qui vit, en fait, tout ce qui existe, dans notre monde. Et donc ils sont donc au nombre de 3 comme je l'ai dit, Vata, Pitta et Kapha ou Kapha selon la prononciation, on entend les 2, même de la part des médecins indiens. Donc Vata, c'est un mélange, d'air et d'éther, tout est lié aux éléments. L'éther, c'est le vide, et Vata va gérer tout ce qui est mouvement. Donc on parle aussi bien du mouvement digestif, du mouvement circulatoire, du mouvement de la pensée ou des influx nerveux. Pitta gère tout ce qui est transformation, donc la transformation des aliments, puis des nutriments, en carburant et puis en nos cellules, en fait, hein, tout simplement. Faut pas oublier qu'on devient ce qu'on ingère et ce qu'on digère. Voilà, donc ça, c'est Pitta, qui est un mélange, je pense que j'ai pas cité les éléments, de feu et d'eau. Mhm. Et ensuite, on a donc Kapha, Kappa, qui est, en fait, qui va gérer tout ce qui est de l'ordre de la construction et de la cohésion, dans le corps et qui est donc un mélange d'eau et de terre. Hem, voilà, donc tout ce qui est charpente, musculature, masse graisseuse. Voilà, donc ces 3 principes, se mélangent de manière unique en chaque, être vivant pour, donner, des formes de vie, aussi variées que toutes celles qu'on connaît et des êtres humains aussi variés que tous ceux qu'on peut, fréquenter. Voilà. Et donc effectivement, tout dans l'Ayurveda va être adapté, non pas à une constitution idéale qui pourrait être un mélange, égal de ces 3 doshas, mais à notre constitution unique, c'est-à-dire notre dosage de chacun des doshas. Voilà. Donc du coup, notre constitution qui va souvent être un dosha prédominant ou 2. Hem et donc pour en venir à la nutrition, effectivement, on peut trouver des principes qu'on peut appliquer à tout le monde, même si, les types d'aliments, et même dans certains cas, l'ordre dans lequel on les mange va dépendre de notre constitution. Hem, mais un des principes, principaux que j'ai vaguement, cité, un peu en amont, c'est, nous sommes ce que nous ingérons, mais aussi ce que nous digérons. C'est-à-dire que, le feu digestif, on appelle ça comme ça, Agni, est au centre en fait de oui, de notre capacité de digestion et puis surtout de notre santé, voilà. Tout est basé sur Agni. Si Agni fonctionne bien, et ben, tout ce qu'on va ingérer va être correctement digéré, donc correctement assimilé par le corps, les déchets correctement évacués et on va être en pleine santé, on va pas avoir de toxines qui vont s'accumuler. Donc c'est très important, déjà d'écouter sa faim. On mange quand on a faim et on ne mange pas quand on n'a pas faim. C'est-à-dire qu'on n'attend pas quand on a une grosse faim, on ne se restreint pas. De même que, quand on n'a pas faim, quand on n'a plus faim, et ben, bien évidemment, on ne se force pas à manger, voilà, même si ça fait plaisir à, tantine, Georgette, dans l'absolu, il faudrait vraiment se respecter à ce niveau-là. Ça, c'est le premier principe, que tout le monde peut respecter. Mhm. Le deuxième, c'est de ne jamais manger, tant qu'on n'a pas digéré le repas précédent. Donc de ne pas enchaîner, de repas, trop près les uns des autres. Ok. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut citer. Après des principes, il y en a énormément. Il y en a un qu'on peut trouver ailleurs qu'en Ayurveda, c'est le fait de bien mâcher, puisque, le travail de transformation des enzymes, qui donc ça est géré par Pitta pour, donner, des petits aperçus, voilà, par rapport au rôle des doshas. En fait, c'est les différentes enzymes vont déjà se mettre en préparation grâce à ce que la bouche va pouvoir sentir, la langue, la salive, toutes les textures et les goûts, qu'on accueille dans notre bouche, en fait, en y mettant les aliments, vont permettre, en fait, au processus de digestion de se préparer. Donc très important de bien mâcher, bien évidemment. Ouais. Voilà pour 3 grands principes, par exemple. Ok. Je vais m'arrêter sur le deuxième principe. Tu dis donc ne pas manger si on n'a pas terminé la digestion du repas précédent. Et comment est-ce que on peut savoir qu'on a terminé la digestion du repas précédent? Alors, ça dépend de pas mal de choses. Hem Par exemple, ce qui va être digéré le plus vite, c'est, les fruits. Donc, en une demi heure, si on a mangé un fruit en une demi heure, maximum, il est digéré. Et le pire, c'est la viande.
surtout la viande rouge. Je précise quand même, que l'ayurveda, n'est pas végétarienne. Hem, Même si la viande est quand même, pas vraiment préconisée au quotidien, enfin, c'est plutôt dans des cas précis. Par exemple, on va en donner, en sortie de maladie ou quand il y a besoin de récupérer de l'énergie, de manière assez, rapide et efficace. Mais on considère que quand même ça va, contribuer à accumuler beaucoup de toxines, justement parce que c'est assez peu digeste. Donc en matière de viande, on peut parler de plusieurs heures, de digestion. Voilà, donc ça dépend de ce qu'on ingère et voilà, je pense que, on peut dire que si on a fait un repas végétarien, en 3 heures, on est sûr d'avoir tout digéré. Non végétarien, peut-être compter plus, peut-être compter bien 4 5 heures. Après, c'est quand même pas mal au ressenti. Si on apprend à écouter, ce qui se passe dans notre corps au moment de la digestion, à un moment donné, on sent que l'estomac est vide. Avec le temps et un peu d'expérience. D'accord. Donc, quand tu dis en fait que la digestion est terminée, tu dis en fait derrière ça, c'est que l'estomac soit vide. Oui, c'est ça. Ok. Oui, pardon, effectivement. Oui, et oui, parce que bien évidemment, après pour faire tout le trajet, selon les constitutions, c'est très variable. Pitta, ça peut être extrêmement rapide, Kapha beaucoup plus lent, selon la constitution qu'on a ou le déséquilibre qu'on a, qui ne peut ne pas être le même que notre constitution, de naissance. Voilà, mais c'est effectivement l'estomac vide, voilà. Ok. Très bien. Donc, ne pas manger si on n'a pas faim, euh, attendre d'avoir terminé de manger et bien mastiquer pour les premiers principes. D'accord. Et donc, tu nous disais aussi qu'on a donc trois doshas, mais qu'après, on a les déséquilibres qui ne sont pas toujours les mêmes que la dosha. Donc, on peut être de, de dosha vata, mais par contre, de déséquilibre pitta, vata d'ailleurs, ou kapha. Exactement, c'est ça. Ok. Si on en vient sur les deuxièmes éléments, sur la phyto, parce que j'imagine que c'est pas forcément facile à mettre en application. En Mmh, tout cas, les plantes sont peut-être pas chez nous. oui. Comment ça se passe du côté de la phyto? Alors effectivement, c'est un peu compliqué. Donc il y a quelques plantes indiennes, je précise, qu'on peut, tout simplement, faire venir jusqu'à chez nous, pas toutes effectivement. De toute façon, l'ayurveda préconise quand même de faire avec ce qu'on a, D'accord. par chez nous, au maximum. Hem, alors l'avantage, c'est que ça fait quand même quelques décennies maintenant que, certaines personnes, ont vraiment, démocratisé l'ayurveda en Occident. Mhm. Donc il y a quand même pas mal de plantes, occidentales qui ont été étudiées selon les grilles de lecture ayurvédiques, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a d'autres grilles de lecture chez nous et parfois, des plantes qu'on va recommander chez nous, ne vont pas forcément être bonnes, pour tout le monde, en fait. En tout cas, selon la vision ayurvédique des choses. Donc il faut savoir quand même que depuis quelques années, il y a peut-être depuis 4 ans, 3 4 ans, une fédération, française d'ayurveda qui s'est créée et je sais que dans cette fédération, il y a une petite, cellule qui travaille justement, à classifier de manière ayurvédique, les plantes, occidentales, voilà, les plantes D'accord. trouvées, par ici, plantes européennes. Donc c'est en cours, mais c'est vrai que, on jongle. Je pense qu'on jongle. Il y a effectivement des plantes qui seraient idéales, auxquelles on n'a pas forcément accès, donc on fait avec autre chose, on s'adapte, voilà. D'accord. Quand je vais dans certains magasins, je vois des infusions Vata, Pitta, Kapha. Qu'est-ce qui peut se passer si quelqu'un en consomme alors que c'est pas tout à fait sa dosha ou ne correspond pas au déséquilibre? Alors honnêtement, j'ai envie de dire, peut-être que les puristes, me répudieront pour ça, mais j'ai envie de dire pas grand-chose. Dans le sens où, il y a tellement de choses, en fait, qui nous déséquilibrent, dans notre monde, dans nos vies, enfin, on a vraiment des vies qui sont pas, globalement pas ayurvédiques du tout. Don ce qui fait que, voilà, si tu es, de type, Vata Kapha et tu prends,
une tisane, par exemple, pour un excès de Pitta, ça va pas, c'est pas ça qui va poser un problème. Voilà, ça poserait un problème si jamais tu en prenais plusieurs, au quotidien. Alors que tu as une vie, tout à fait, en accord avec, ta constitution, avec tes doshas, que tu essaies vraiment de régler un déséquilibre au long cours, par exemple, ça peut être ça, tu vois? Si tu es dans une grosse problématique, une problématique où, par exemple, tu as un excès de pitta et puis là, tu enchaînes les infusions, pour, bah, justement, pour réguler, vata, par exemple, bon, là, c'est sûr que peut-être que ça ferait quelque chose. Mais ça craint pas grand-chose. Voilà. Ok. Et du coup, ça m'amène deux questions qui sont un peu similaires. Qu'est-ce que la vie ayurvédique? Ça, c'est la première, mais qui est intimement imbriquée dans... Du coup, si je suis Vata, alors qu'est-ce qui est conseillé globalement? Si je suis Pitta, qu'est-ce qui est conseillé? La même chose pour Kapha. OK. Alors qu'est-ce qu'une vie ayurvédique? Oui, c'est vrai que ça peut vouloir dire tellement de choses. Hem, globalement, c'est une vie où déjà on écoute ses besoins. Donc tu vois, je te parlais de ne pas se restreindre si on a faim et ne pas manger si on n'a pas faim. Ça en fait partie. Là, quand je parle des besoins, c'est, en premier lieu des besoins, physiques. On devrait, par exemple, ne pas se retenir, d'uriner ou d'aller à la selle, il y a plein de pas se retenir de dormir si on en a besoin. Voilà, les besoins physiques sont primordiaux. Après, il y a tout un tas de principes de vie, liés à la notion, de karma, bon que j'emploie comme ça, mais qu'on a un peu, disons, enfin qui a perdu de son sens, voilà, de la manière dont on l'utilise. Mais du coup, d'avoir une vie vraiment en accord avec certaines valeurs de respect et de non-violence. Hem Après, en fait, la vie ayurvédique va finalement, dépendre de notre constitution. Si on met à part, je peux quand même encore te citer quelques principes généraux, qui seraient de, respecter, les horaires de lever et coucher du soleil, par rapport aux horaires de sommeil, qui seraient de, par exemple, ne absolument pas manger d'aliments, transformés, industriels, non bio. Voilà, ça peut être aussi, des principes qu'on peut retrouver généraux. Après, effectivement, ça dépend beaucoup de la constitution. Donc on a cette fameuse constitution, de départ, donc Vata, Pitta ou Kapha ou constitution double, ça c'est un peu plus complexe. Hem Après, on va avoir des désordres qui vont venir se mêler à ça, donc ça peut-être, là, ça commence à faire beaucoup, donc on va mettre ça de côté. Mettons que, on ait, une constitution, saine et pas de déséquilibre. Si on est Vata, on va avoir tendance à être naturellement un peu, j'allais dire un peu agité. Disons, les mauvais côtés de Vata, ça va être des gens très, très créatifs, très mobiles justement, très dans le mouvement. Vata gère le mouvement, mais aussi avec une tendance à l'agitation. Donc il vaut mieux privilégier des activités calmes, de la méditation par exemple, des choses qui vont apaiser et le corps et le mental. Les activités physiques ne devraient pas être trop toniques. Par exemple, la natation, ça peut être pas mal. Ou éventuellement, des sports d'endurance, mais le fait d'être dans l'eau va vraiment apaiser Vata, si elle n'est pas trop froide. Quand on est Vata, faut en fait, les Vata ont vraiment besoin de chaleur. Donc on fait très attention, surtout en hiver, au froid, à la sécheresse. Et on fait attention à tout ce qui est mode de vie irrégulier. Donc, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, un artiste qui va partir, en tournée, qui va, un jour, répéter le matin et puis le lendemain avoir concert, et rentrer, se coucher à 2 heures du matin. Ça, pour Vata, c'est pas génial, ça va forcément l'augmenter. Voilà, ça c'est pour Vata. Pour Pitta, quelques exemples. Donc Pitta qui gère la transformation, grâce à l'élément feu. Donc c'est des gens qui vont avoir une énergie, vraiment, très,
consumantes, je ne sais pas comment, comment on peut dire ça, mais en tout cas, c'est des gens, par exemple, qui peuvent avoir des problèmes, presque de manque de poids, par exemple, presque des problèmes de maigreur, mais juste parce que le corps brûle trop. Alors que dans le cas de Vata, la maigreur serait, parce que, ils n'arrivent pas à engranger assez, que leur flot digestif n'est pas assez fort. Chez Pitta, il y a tout qui se consume. Donc on peut avoir, une hyperactivité, comme chez Vata, mais au contraire de Vata, qui va pas du tout être éparpillé, mais qui va plutôt être, concentré et plutôt dans l'incapacité de s'arrêter. C'est un peu, des bulldozers, voilà. Hem donc du coup, Pitta, on va essayer, de le calmer aussi, mais pas de la même manière. Autant, dans Vata, on cherchait quelque chose d'assez doudou, réconfortant, chaud, Pitta, on va plutôt mettre des glaçons, au sens figuré, dans le sens, chercher du frais, se protéger, de l'excès de chaud. Par exemple, quelqu'un qui a un pur Pitta et qui travaille, en cuisine, derrière des fourneaux, ça va pas être, génial. Voilà, donc c'est plutôt des gens dont on va chercher à apaiser le tempérament, D'accord. globalement. Au niveau de la nutrition, si je peux donner un exemple, c'est éviter les épices très, très chauffantes. Voilà, donc le piment, le poivre, cannelle, girofle, tout ça, c'est, très, très, inflammant et enflammant du coup. Voilà pour Pitta et pour Kapha, ça va être, là, on va plutôt chercher à réveiller l'énergie. Justement, comme il n'y a, pas d'air, pas de feu, on est vraiment dans quelque chose d'assez, lourd, voire statique. Je rappelle qu'il y a quand même l'élément terre, voilà et l'élément eau, donc on a quand même la mobilité de l'eau, mais il y a quand même déjà une certaine lourdeur, voilà. Donc on va chercher plutôt à réveiller, donc Kapha va plutôt avoir tendance à, ne pas aimer le froid, même s'il n'a pas autant besoin de chaud que Vata. Donc on va chercher en fait à échauffer. Donc là, on ira plutôt par exemple vers des activités, stimulantes, des sports, qui nous bougent un peu, des métiers peut-être, qui demandent, hem, un peu de comment? De mouvement. Voilà, même si, les personnes à tempérament Kapha vont plutôt avoir tendance à être bien dans les choses, qui demandent d'être posées, ils vont être plus compétents dans ces choses-là. Mais, ben, à terme, ça va juste renforcer, enfin, potentiellement créer un déséquilibre. Voilà, en gros, D'accord. ce que je peux quelques exemples sur les 3 doshas. Ah, c'est intéressant, je vais faire le parallèle avec la naturo, mais Ouais, c'est vrai que en tout cas dans ce que j'ai pu comprendre, j'ai l'impression que la Ayurveda se place vraiment d'un point de vue énergétique, il y a une lecture énergétique de la personne. Et quand on regarde en naturo avec les tempéraments naturaux, on s'appuie plutôt sur la structure ostéo-articulaire. OK, Et je trouve ça intéressant. Pour avoir fait une dizaine de jours en Inde, à faire une introduction à la médecine ayurvédique, c'était intéressant de voir que le tempérament, en naturo et en ayurveda, en fait, c'était pas la même chose qui ressortait et c'était intéressant. Enfin, voilà. ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est vraiment des grilles de lecture, différentes. Mmh. Tu vois, quand on parlait de plantes, je pensais à notamment à l'ortie. Je crois que l'ortie est vraiment vue comme quelque chose de très bon en naturopathie. Arrête-moi si je me trompe, mais Ça va être utilisé, certains l'utilisent en reminéralisant, après ça dépend quel type d'ortie on prend, OK. mais on va aussi l'utiliser sur d'autres types de dérèglements mm, au niveau féminin, mais tout à fait, plutôt, in- elle est considérée comme plutôt intéressante. Voilà, parce que tu vois, c'est vrai qu'en Ayurveda, il y a certaines constitutions auxquelles on ne donnerait pas du tout, d'ortie, enfin des gros déséquilibres, par exemple, de Vata, Mm. on va pas donner d'ortie. Tu vois? Et c'est, par exemple, pareil pour le pissenlit qui est une plante, très, très amère, bah, alors ça, pour Vata, c'est catastrophique, tu vois? Et donc c'est vraiment, oui, des grilles de lecture très différentes et il y a un côté très, philosophique, en fait, à l'Ayurveda. Tout à fait. Ouais. Et ouais, c'est intéressant. Je l'ai pas assez approfondi, en même temps on peut pas tout faire, Non. mais ce que tu me dis est intéressant sur les plantes. Mmh. Mm.
Mm, mm, mm. Parce que ça me fait dire des fois, les plantes, je dis ça parce que des fois, des plantes me viennent en tête et je me dis, ça pourrait être ça, mais mon intuition me dit non. Et peut-être qu'une des explications, j'en sais rien parmi d'autres, hein, pourrait être que énergétiquement, d'une certaine manière, ça correspond pas, sans que je sache expliquer pourquoi. Ouais. Ça fait pas très scientifique, hein, tout ça, mais bon, c'est pas grave. Ok, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Donc, on a nutrition, on a fait phyto et on va retrouver les soins corporels là. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve en soins corporels là? Alors, tout un tas de choses diverses et variées. Moi, je ne me suis pas formée en soins corporels. Je me D'accord, suis formée à un massage, ok. voilà, que je propose parce que, bah, mine de rien, ça fait quand même du bien. Euh, mais je vais pas je peux le mentionner, mais je vais pas le développer plus que ça. Donc, bien évidemment, le massage est très, très présent. Et d'ailleurs, l'automassage, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que tout le monde peut pratiquer en adaptant l'huile à sa constitution ou à son déséquilibre. Mm, Voilà, assez important, même très important, surtout si on le pratique quotidiennement. Mais après, on peut avoir des soins qui vont favoriser la sudation avec des pochons chauffés, euh, avec justement des pochons, ça peut être des pochons de riz. Il peut y avoir des massages ça c'est particulièrement pour Kappa, à la farine de pois chiches, je crois, euh, justement pour un peu faire circuler et assécher le corps. Et après, il y a énormément, énormément d'huile chaude la plupart du temps en Ayurveda. Donc, c'est quand même toute une logistique particulière avec des tables faites pour. Et voilà, donc mm. c'est très bénéfique pour en avoir testé. Mais personnellement, mais voilà, moi, c'est pas quelque chose que je pratique. Donc, je vais pas. Tu vas pas rentrer en détail. Mais oui, c'est intéressant. J'avais fait l'introduction à la marmathérapie, qui est assez étonnante aussi. Ouais, Mais pour avoir vu sur le groupe de Français, on était, je me souviens plus, une dizaine, je crois. On est tous passés au massage. Chacun avait son massage avec l'huile ou pas d'huile pour quand les gens avaient des pochons, etc. Et c'était intéressant parce que chacun avait vraiment quelque chose de différent des autres. oui. Et c'était intéressant. Après, hmm, à approfondir. Sur les soins corporels. Ensuite, tu nous disais que le yoga et Ayurveda, c'était main dans la main. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ce point-là? Oui, parce que en fait, bon, déjà, quand je dis qu'ils sont cousins, effectivement, ça vient des mêmes écrits, à peu de choses près, des mêmes origines. Euh, en fait, le yoga, pardon, propose une quantité de postures et de types de pratiques aussi du yoga absolument incroyables. Voilà, sans mentionner tout ce qui est pranayama et nettoyage pour les personnes qui savent pas ce que c'est, par des techniques respiratoires, en fait, nettoyage du corps. Nettoyage ou apaisement, enfin, voilà, il y a toutes les options possibles. Et en fait, l'Ayurveda considère que tout étant lié, bien évidemment que en travaillant sur la bonne circulation des énergies dans le corps, la souplesse du corps, le nettoyage des voies respiratoires qui permet d'accueillir le prana, j'allais dire qui est l'air, mais en fait, on peut absolument pas résumer le prana comme ça. On va dire que c'est l'énergie subtile, vitale, qu'on absorbe en partie par l'air qu'on respire, d'où les techniques de pranayama. Donc l'Ayurveda a énormément recours à ces méthodes, d'autant plus que, comme je disais, comme elles sont très variées, les pratiques de yoga, elles sont adaptées en fait à tout un tas de constitutions, enfin à tout un tas de constitutions, en fait à toutes les constitutions. Chaque constitution peut avoir ses postures, son type de yoga. Il y a des postures même qui permettent de régler certains désordres. Enfin, c'est vraiment euh, infini en fait les possibilités du yoga pour aider à la santé au travers de l'Ayurveda. De même que le yoga se vit vraiment comme une approche globale de la vie, alors qu'en Ayurveda, même si on prend en compte la globalité, on est quand même centré sur la santé physique. Enfin, en tout cas, c'est une composante très importante.
Le yoga, c'est vraiment, une manière d'être au monde, en fait. Hem et du coup, l'ayurveda, pour le yoga, est un moyen de maintenir le corps le plus pur possible pour accéder, à cet état, que propose la pratique du yoga. D'accord. Voilà ce lien, très imbriqué. OK. Et toi, est-ce que tu fais du yoga, personnellement? Oui, 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 ça fait une vingtaine d'années. C'est d'ailleurs par ce biais-là que j'ai connu l'ayurveda, avant de bien avant d'avoir envie de m'y former, en fait, et de le proposer, en consultation. Et voilà, plus ou moins selon les périodes, j'ai testé plusieurs types de yoga. D'accord. Mmh, C'est intéressant. Mmh. J'avais en tête qu'il y avait 9 types de yoga différents. Je me trompe peut-être. C'était ce que j'avais retenu et que souvent on commençait par un yoga et puis on continuait et en fait au, au fil des yogas on part d'une échelle plus physique par exemple avec le hatha yoga et petit à petit on va vers des yogas plus, si on les considère comme ça, hein, plus spirituels ou voilà, différents. En oui, tout cas ça travaille autant la partie physique que ça amène une transformation aussi psychologique, émotionnelle, oui. du peu que j'ai pu comprendre. Oui, c'est vrai que là, je parlais de type de yoga finalement comme, type de pratique, proposée comme ce qu'on peut trouver, chez nous. Après, effectivement, à un niveau plus subtil, les différents types de yoga dont tu parles, le yoga, en fait, c'est juste, une pratique. Donc oui, on a des pratiques posturales, mais on a effectivement, des pratiques méditatives. On a, quand je parlais de pratiques, d'être, au monde, aussi, c'est juste une manière d'être, de non-violence, c'est vraiment dans l'intention, en fait, qu'on pose dans chaque acte de nos vies. Voilà, donc oui, le yoga, ça peut aller très loin. On le pratique rarement, de cette manière-là, chez nous, mais oui, C'était initialement, enfin, ça fait partie des éléments ouais, qui sont propulsés par le yoga. Propulsés, c'est pas le juste terme, mais d'accord. Donc, on a parlé phyto, nutrition, yoga, thérapie corporelle. Tu nous as dit aussi qu'il y avait la méditation qui rentrait en ligne de compte et puis l'étude ou des habitudes comportementales. oui. Et donc, concrètement, en cabinet, comment ça se passe quand on vient faire une consultation d'Ayurveda? Hem, alors chez moi, bon, la première consultation, c'est toujours un bilan, ce qu'on appelle un bilan ayurvédique. Donc en fait, on va vraiment faire le point, sur absolument, on va passer en revue toutes les habitudes de la personne, tous les désordres qu'elle peut rencontrer, voilà, pour savoir, qu'est-ce qui se passe, comme une photographie, globale, de sa vie à un instant T. Moi, pour ça, je me sers d'un questionnaire. En fait, je demande aux gens de s'auto-observer, avant, sur une semaine D'accord. d'ailleurs. Donc vraiment, pour moi, c'est le premier pas de la démarche parce que, je considère que c'est pas moi qui vais régler les problèmes des gens, en fait. Mhm. Je vais, leur donner des clés pour, bah, voilà, parce qu'en fait, j'ai tout simplement, des connaissances que les personnes qui viennent me voir, n'ont pas. Donc je vais, leur délivrer ces connaissances-là pour que eux mêmes s'approprient, en fait, heu, leur manière d'être en bonne santé, unique, qui correspond à leur constitution, mais pas que, mais aussi à leur vie, à leurs affects, à tout ça. Voilà. Donc pour moi, ce questionnaire, c'est un peu, une première étape de 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 cette démarche-là, parce que ça les rend acteurs, en fait, de leur santé, tout simplement. D'accord. Voilà, et puis, quand ils arrivent, bah, moi, au préalable, j'ai décortiqué un peu, leur questionnaire parce que, ça permet aussi de gagner du temps parce que mine de rien, faire le tour, de de tout ce qui constitue une personne, ben, ça peut prendre du temps. Ouais. Donc déjà, on précise, certains points par rapport au questionnaire. Et puis, je vais énormément, m'intéresser alors à tout ce que je ne peux pas voir au travers du questionnaire, donc tous les détails notamment physiques. Il y a toute une observation, physique en ayurveda, la texture de la langue,
les yeux, la peau. On peut voir, énormément de choses, avec, avec ces observations, physiques qui viennent Mhm. compléter du coup les comment? Les réponses un peu que les débuts de réponses que j'ai eus, grâce au questionnaire. Oui, Et puis ensuite, je passe beaucoup de temps à comprendre comment ils fonctionnent, et dans leur tête et dans leur vie. Parce que, en fait, il y a plein de conseils qu'on peut donner et qui ne vont pas être appliqués du tout, où les gens, bon, bah, ils sortent, ils sont contents, ils ont fait leur bilan, ils connaissent leur constitution ou pas, parce que parfois, le déséquilibre est trop fort pour qu'on puisse, dire: «C'est sûr, votre constitution, c'est ça». Hem Et puis ils rentrent chez eux, puis là, ils se demandent, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de tout ça? Parce qu'en fait, on leur dit de plus faire ci, de plus faire ça, de plus faire ça. Puis en fait, ils sa oui, mais qu'est-ce que je fais, en fait, à la place de ça? Comment je remplace? Surtout quand il y a, ce que j'appelle la nourriture doudou, tu sais, qui vient un peu, voilà, colmater, les petites, les petits manques, soit affectifs ou les petits désordres émotionnels du moment. Bon, bah, qu'est-ce qu'on propose, en fait? C'est pas évident, finalement, de trouver des choses, qui remplacent ce qui peut faire mal, à la santé. Donc voilà, moi je passe énormément de temps à essayer de comprendre ça pour pouvoir donner, pas 50 conseils, mais quelques-uns et d'ailleurs c'est déjà largement suffisant, mais qui vont être, applicables en fait à leur quotidien. d'accord. Voilà. Et j'imagine que pour ça, du coup, tu utilises ce que tu connais en coaching parce que tu as aussi ça derrière. Alors ça m'arrive que les 2 se s'imbriquent, mais pas tant que ça. D'accord. Pas tant que ça. Ça c'est arrivé que, certaines personnes me disent, notamment par rapport à la manière dont se passent les repas, certaines personnes me disent: «Oui, mais en fait, là, avec mon compagnon ou avec ma compagne, ou avec mes enfants, en fait, ça va pas être possible de faire passer ça». Ou, enfin, il y a des détails du quotidien qui vraiment, les personnes imaginent que, les personnes qui co les membres de leur foyer ne vont pas du tout, accepter en fait ces changements-là. Donc dans ces moments-là, oui, je propose des petites choses qui sont plus liées au coaching, pour, ben, se poser, réfléchir ensemble, avec les autres membres de la famille, à comment on peut, mettre en place des choses qui, préservent, l'équilibre du foyer et ménagent, les envies et besoins, et susceptibilités de chacun, voilà. D'accord. Mais donc, donc ce que tu dis, c'est que le coaching, il intervient majorité du temps à part Oui, sur un accompagnement ou sur des séances de coaching. oui, D'accord. exactement. Et du coup, comment ça se déroule? Alors ça, c'est un peu plus, comment? Ça sort un peu plus des sentiers battus, on va dire. Hem, Peut-être que pour expliquer ça, il faut que je dise 3 mots sur la manière dont j'en suis venue à Parfait. proposer du coaching. Hem, donc moi, ce qui a changé ma vie, rien à voir avec, l'ayurveda, là, on change totalement, géographiquement, d'endroit. C'est, en fait, la découverte de la sagesse amérindienne, donc tout ce qui est philosophie, des peuples, d'Amérique du Nord, voire même du nord de l'Amérique du Nord, voilà. D'accord. J'ai suivi, des enseignements pendant plusieurs années. Donc je précise que, ce n'est pas du chamanisme, ce n'est pas, rien à voir avec ça. C'était vraiment des enseignements avec, application pratique de, d'une philosophie de vie en fait, hein, tout simplement. Voilà, comme, certains, suivent, des philosophies, les sagesses orientales, le bouddhisme, le zen, Mm. voilà, moi je me suis intéressée à tout ce qui était philosophie de vie, de ces peuples autochtones, d'Amérique du Nord, D'accord. et j'ai trouvé que c'était, une très belle manière de se réapproprier sa vie, en fait. Et je pense qu'on cherche tous pendant très longtemps la personne qui va, le thérapeute ou la thérapeute, la technique, le livre, enfin la formation en ligne, en ce moment c'est à la mode, qui va changer notre vie et qui va nous permettre bah, d'avoir une vie, qui nous plaît en fait, où on est Mm. heureux, dans laquelle on se sent bien et qu'on est content de vivre.
Et en fait, on cherche souvent ça à l'extérieur. Voilà, on va voir le thérapeute magique, on lit le bouquin magique et puis en fait, voilà, on sort du cabinet du thérapeute et on se dit que c'est génial, que ça va changer notre vie, puis on repart dans notre train-train quotidien et tout reprend, avec peut-être quand même quelques nouveaux éclairages. Mais les choses reviennent quand même assez rapidement et jusqu'au jour où on a le déclic, en fait. Je pense il y a un jour où on comprend que, ce changement-là, il vient de nous et que le thérapeute, c'est juste un être humain, qui a effectivement peut-être des compétences qu'on n'a pas, des connaissances qu'on n'a pas, un recul ou une expérience peut-être qu'on n'a pas et qui va nous délivrer des clés, comme je disais tout à l'heure pour l'Ayurveda et voilà et ces clés-là, en fait, c'est à nous de nous les approprier et c'est à nous de les utiliser, en fait. Et c'est vraiment ce que cette philosophie m'a appris, enfin, parmi plein d'autres choses, mais je crois que ça a été, le point de départ, en fait, de cette envie de transmettre, par le coaching et d'une manière un peu, en fait, toutes les techniques que j'utilise, sont vraiment, j'allais dire, sont faites pour couper la tête, donc vraiment, pour nous emmener dans des territoires, inconnus de notre mental, ce qui fait qu'on n'a pas de référence. Un peu ce que je fais avec la voix, en fait. Voilà, c'est la même chose. On sort de sa tête, on n'a plus aucun point de repère et du coup, ça va nous permettre d'avoir accès à des espaces en nous qu'on ne soupçonnait pas, en fait. D'accord. Voilà ma manière d'aborder les choses. Si j'essaie de reformuler, non, si j'essaie de le raccrocher avec de la PNL, est-ce que ça pourrait vouloir dire que euh, on entre dans une forme d'état modifié de conscience et donc on accède à des informations, à des ressources, oui, à des éléments dont on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ou dont on n'a pas connaissance? Alors, oui et non. Oui et non, effectivement, mmh, après je crois quand même la PNL, enfin, tu parles d'état modifié de conscience, mais je pense que c'est quand même léger, si mes souvenirs sont bons. Hem, Ça c'est pas dépend. comme de l'hypnose, par exemple. Eh bien, ça dépend ce qu'on y met. C'est toujours donc c'est une question de définition. Oui, Dans l'hypnose, on va retrouver l'hypnose conversationnelle oui, et on va retrouver après l'hypnose profonde, comme vont l'utiliser par exemple certains anesthésistes pour substituer euh, l'anesthésiant par de l'hypnose. Ça, on n'est pas sur de l'hypnose profonde. Par contre, en PNL, on utilise des états modifiés de conscience. Il faut OK, savoir que 60% des techniques de PNL proviennent du décodage de Milton Erickson. Donc 60% proviennent du fonctionnement et du décodage de l'hypnose ericksonienne, hein, en fait. Donc OK, on utilise les états modifiés de conscience. Léger, ouais. mais qu'est-ce qu'on appelle léger? Jusqu'où s'arrête le léger? C'est pas voilà, c'est pas profond comme pour la substitution d'anesthésie, mais il y a tout le reste, en fait. Alors on peut peut-être faire un lien, mais pas peut-être pas surtout, parce qu'effectivement, j'utilise pas mal de méditation guidée, de visualisation. D'accord. Donc je pense que là, on peut parler d'un état, légèrement modifié de conscience, Ok. mais c'est quand même léger. En fait, ça se rapproche plus de ce dont je parlais, quand on a parlé de tout ce qui est rituel. C'est-à-dire que, c'est plus de créer un espace-temps, comme une espèce de bulle où on va faire des choses particulières, Ouais. qui vont nous permettre d'avoir accès à c à c à certains à certaines ressources, en fait, qu'on ne soupçonne pas ou de nous donner, enfin, de nous permettre d'avoir certaines prises de conscience. Hem, mais c'est vrai que la plupart du temps, enfin, j'utilise aussi beaucoup d'art enfin, alors, j'allais dire d'art-thérapie, mais pas au sens où, on la pratique, en France en tout cas. Plutôt, comme une matérialisation, de ce qu'on a à l'intérieur de nous au travers d'objets.
Donc en Mmh. fait, il y a beaucoup, beaucoup de enfin beaucoup. En tout cas, j'utilise pas mal ça, de création d'objets, hem, qui sont pas donc de création artistique, en fait, mais qui sont pas du tout destinées à être belles, mais qui dont chaque détail est destiné à représenter quelque chose, voilà, dans un domaine précis, enfin selon, la problématique de la personne, voilà, avec un but, précis et bah, tu vois, j'ai envie de dire, le processus créatif, d'une certaine manière, nous met dans un état un peu modifié de conscience. Mmh. Donc oui, peut-être que tu as raison. Il y a un lien. Mmh. Mmh. Oui, j'essaie de ouais, trouver des similitudes ou des différences, mais oui, l'état modifié de conscience, c'est autant quand on regarde dans le vide et qu'en voiture, quand on conduit et qu'on se rend compte qu'on est arrivé beaucoup plus loin que prévu. Heu, mais on a aussi cet état modifié de conscience lorsqu'on est à fond dans quelque chose, ce que certains appellent l'état de flow, c'est un état modifié de conscience. Ouais, Certains vont dire: «C'est un moment où il n'y a plus de temps, plus d'espace». Tout ça, en fait, c'est pour moi pour moi, l'état modifié de conscience, c'est un état dans lequel j'accède à des ressources et parmi les ressources, c'est très large. Ça peut être un état dans lequel il y a du bien-être, dans lequel il y a de la concentration, mais lorsque l'on est fou de rage et qu'on contrôle plus rien, c'est une forme d'état modifié de conscience aussi. Donc c'est un moment où j'accède à des ressources, que j'utilise après de manière adéquate ou non. ouais, Mais oui, c'est un moment où j'accède à des ressources auxquelles j'ai globalement pas accès, au quotidien, dans ma vie, quotidienne. Voilà. oui. Bah, effectivement, je pense que le parallèle est tout à fait, pertinent. Et donc, mmh, OK. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur le coaching ou tu trouves que tu as bien résumé, bien illustré ce que, Ah, je pense que, ouais, non, je pense que ah oui, j'ai à peu près, bien illustré. Après, c'est vrai que j'aime pas forcément, rentrer dans les détails de mes pratiques parce que en fait, c'est souvent la surprise. C'est ce qui marche, c'est que les gens sont surpris, en fait, ne s'attendent pas mmh, du tout à ce qu'ils vont faire ouais, et c'est ça qui va débloquer, qui va ouvrir des portes, en fait. mmh. Quand il y a pas Voilà, d'attente et qu'il y a une surprise, alors il se passe quelque chose. Alors que quand je m'attends à faire ça, il se passe aussi quelque chose, mais peut-être moins profond. ouais, Mmh. Il y a une rupture de pattern, enfin, il se passe des choses dans la tête de la personne. ouais. Mmh. OK. Est-ce que tu veux ajouter autre chose sur l'interview d'aujourd'hui? Hem, peut-être, oui, peut-être que, pour moi, c'est important, alors, en fait, je parlais au début, du fait de m'être, formée, en France et pas en Inde, parce que moi, je vois vraiment ça comme une hygiène de vie, l'ayurveda. Donc je sais qu'en Inde, c'est pratiqué de manière très différente aussi parce que légalement, c'est autorisé tout simplement. En France, c'est quand même, peu, voire pas encadré. Mmh, Mais en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de la santé, du soin de santé est quand même réservé, au corps médical et heu et en fait, moi je trouve que justement l'aspect hygiène de vie, de l'ayurveda, qui n'est pas incompatible par exemple avec la présence d'une pathologie. En fait, ça m'est arrivé d'accompagner des gens, qui, juste avaient envie d'avoir une meilleure hygiène de vie parce que, ils avaient une affection longue durée par exemple et en fait ça leur permettait aussi de se donner, les meilleures chances, bah, pour continuer, à profiter, de leur vie et à maintenir leur santé au niveau maximum de leurs capacités et donc c'est pas du tout incompatible, mais je pense que c'est quand même, assez important, de rappeler que quand il y a des pathologies, quand il y a vraiment quelque chose de déclaré, on fait faut quand même pas faire l'économie du médecin, en fait, hein et parce que c'est vrai que, je ressens le besoin de préciser ça parce que j'ai aussi, vu et entendu beaucoup de dérives, notamment par rapport au coaching aussi. En fait, parfois, il y a des gens, qui arrivent, désespérés auprès de coachs ou, heu
Parce qu'en fait, ils sont au bord du burn-out ou, ils vivent un deuil dont ils se remettent pas ou et puis en fait, ils ont besoin d'un accompagnement, psychologique ou psychiatrique mais pas de coaching et voilà ou de gens qui ont de réelles, pathologies, physiques et puis, qui vont voir, un naturopathe, un praticien en ayurveda et hem et non, en fait, les 2 ne sont pas incompatibles, donc ça, ce serait quand même vraiment bien qu'on s'en rende compte des 2 côtés et du côté du corps médical aussi et au contraire, c'est hyper complémentaire, en fait. Donc pouvoir travailler, main dans la main, ce serait ce serait quand même bien et bénéfique pour la santé de tout le monde. Tout à fait. Une bouteille à la mer. Voilà. Et oui, c'est important à rappeler et j'ai appris récemment, donc il y a normalement 3 critères pour juger que quelqu'un effectue de la médecine de manière illégale et il y a un nouveau critère, un quatrième qui vient de rentrer en ligne de compte, c'est le retard de diagnostic. Donc si aujourd'hui, en tant que praticien, que ce soit en ayurveda ou en naturopathie, je retarde un diagnostic, alors, il y a une je peux être pénalisée et encourir une peine. Ouais. Mmh, parce Ben, qu'il comme y a eu quoi. des dérives, en effet, comme tu le mentionnais, de personnes qui pensaient pouvoir, prendre en charge des pathologies, Mmh. ça marche pas. Donc ça, c'est, important à rappeler et important de rappeler qu'en restant à sa place, nous, on va appeler ça l'hygiénisme, mais dans sa place de prise en charge, enfin de oui, de prise en charge, de conseils alimentaires, hem sur la phyto, on fait toujours attention, de thérapie corporelle, enfin de soins corporels. Alors pareil, soins, thérapie, on peut y mettre toujours beaucoup de guillemets pour éviter de marcher sur les plates-bandes des kinés, mais en tout cas de massage non thérapeutique, Mmh. hem et d'hygiène mentale. Il y a des partenariats qui sont intéressants à faire Ouais. pour et surtout une amélioration pour la personne qui peut mettre tout en place. À la fois ce qui se passe au niveau médical et à la fois la partie ayurvédique, par exemple. Oui, c'est ça, en fait, c'est tout est tellement complémentaire, donc Mmh. autant l'utiliser, en fait, autant utiliser, les 2. Tout à Voilà. fait et c'est vrai qu'en Inde, l'ayurveda est une médecine. Il y a 2 médecines en Inde. Il y a la médecine comme on le retrouve en Occident et il y a la médecine traditionnelle ayurvédique et Mmh. donc il y a des cliniques où il Oui. y a la pratique de l'ayurveda avec le panchakarma et cetera et donc on n'est pas tout à fait dans la même dimension que ce qu'on peut mettre en place en France. Non, c'est ça, c'est vrai que c'est très encadré là-bas et puis, Ouais, en fait, les médecins, ayurvédiques en Inde font autant d'études que nos médecins à nous. exactement. Ce sont des médecins avec un vrai M. Voilà. Ah. Donc c'est voilà, le statut est différent. Bon, mais en effet, c'est important de le rappeler. Oui. En tout cas, je te remercie pour ta présence et pour tout ce que tu as pu, transmettre aujourd'hui. Bah, écoute, merci à toi pour ton invitation, encore une fois. Avec plaisir et puis, à la prochaine. Ouais, à la prochaine.